Bonjour à tous. En préambule de l'interview de Michel Onfray que nous recevons pour le podcast Expression libre, nous allons vous présenter le dernier numéro de Front populaire, la revue que dirige Michel Onfray. Alors Élie, qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro? Alors Régis, c'est marqué, en gros, la gauche contre les peuples, les nouvelles résistances. Dans ce numéro, plusieurs analyses sur la gauche en général, avec des plumes comme Kuzmanovic, Denis Collin, Taguieff ou encore Éric Nolot. Tout est traité, le libéralisme, l'immigration, le wokisme, le rapport avec la guerre à Gaza, la cancel culture. Et toujours avec le souci de donner la parole à tout le monde, de tous les bords. On voit qu'il y a un large éventail d'intellectuels. Donc c'est encore du journalisme réellement et une défense de cette liberté d'expression que notre podcast veut aussi défendre. Bien sûr, on le voit, le souverainisme est de droite, de gauche et d'ailleurs, comme le dit Michel Onfray. Et donc, tout le monde a sa plume dans ce numéro très complet en kiosque et sur le site internet de Front Populaire. Alors on écoute Michel Onfray, il est interviewé par vous. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, en cette fin d'année, la pression s'accentue sur les médias alternatifs, en particulier sur notre média. Pourquoi? Parce qu'Omerta est depuis 3 ans et demi le seul média non mainstream à se rendre en Ukraine pour vous relater de la réalité de cette guerre. Alors si vous souhaitez nous soutenir, vous savez qu'Omerta ne perçoit aucune subvention publique, c'est le moment de faire un don défiscalisable. Le lien est en description de cette vidéo. Votre soutien pour que nous puissions continuer notre travail de terrain, nous repartons bientôt en Ukraine, est fondamental, il est indispensable. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, de la chaîne YouTube, mais aussi de l'application. Aujourd'hui, on se retrouve pour Expression libre, un podcast d'Omerta, et je reçois aujourd'hui Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Michel Onfray, pas besoin de vous présenter, vous êtes philosophe, essayiste et cofondateur de la revue Front populaire. Première question, elle va être simple. Est-ce que c'est le moment du souverainisme pour l'Europe? Alors pour l'Europe, je ne sais pas ce qui se passe pour l'Europe. Est-ce que les Européens le savent? Est-ce que les européistes le savent aussi? Est-ce que Macron, Madame van der Leyen le savent? Je ne sais pas trop. Tout ça est assez opaque, tout ça est assez obscur. Je pense simplement qu'il y a 5 ans, quand on a créé Front Populaire, avec mes amis, le mot était chargé négativement, connoté négativement. Le souverainiste, les mondialistes et les européistes avaient réussi à en faire une espèce de monstruosité politique. Le souverainisme, c'est Déa et Doriot, disait Bernard-Henri Lévy, mais il y avait aussi Julliard, il y avait aussi Jean-François Kahn qui disait effectivement que Front Populaire était une revue d'extrême droite, rouge-brun, assimilable à Déa, Doriot, c'est-à-dire des gens qui ont combattu sur le front russe avec l'uniforme nazi, hein, tout de même. Et puis, j'ai cru comprendre que plutôt que de laisser le mot aux souverainistes, l'Europe s'est dit, ben après tout, on va dire que nous sommes souverainistes et que le souverainisme européen, c'est le souverainisme français. Qu'il n'y a pas de souverainisme français sans le souverainisme européen. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un paralogisme, parce que c'est soit l'Europe est souveraine et la France ne l'est pas, ne l'est plus, soit la France est souveraine, et à ce moment-là, l'Europe ne l'est pas ou ne l'est plus. Est-ce qu'on n'a pas des petits souverainismes dans chaque pays? Justement, on voit en Italie avec Meloni, en Pologne avec Nawrocki. Ben, dans la mesure où vous restez dans une configuration européenne, vous n'êtes pas souverainiste, c'est tout. C'est-à-dire qu'on voit bien comment les choses se sont passées avec Syriza, avec Podemos, même avec Meloni. On joue du violon sur Meloni, mais bon, c'est pas si formidable que ça. C'est-à-dire qu'entre les propos de départ et ce qu'elle fait véritablement, le fait qu'elle s'entende aussi bien avec Ursula von der Leyen, c'est qu'il y a anguille sous roche. On ne peut pas avoir la sympathie de cette dame qui est d'une grande cruauté européiste et puis faire une politique qui serait opposée à elle. C'est comme Manon Aubry qu'on voit embrasser Madame Ursula von der Leyen quand elle est quand elle est nommée présidente. On se dit, tiens, il y a des complicités quand même fort étonnantes. Alors oui, il y a des poches d'États dans lesquels il y a plus ou moins de souverainisme, des gens qui revendiquent plus ou moins une autonomie. Mais pour le coup, quand vous êtes dans la configuration européiste, vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas souverain, ça paraît évident. Il n'y a pas une poussée justement du souverainisme, mouvement anti-Europe? Pas tant que ça. Je trouve qu'il y a toujours une mauvaise réputation associée aux souverainistes. Et puis, chercher... Alors Mélenchon, n'en parlons pas. Lui, il est pour une colonisation mondialiste et mondialisée, pour un universalisme généralisé. Mais Marine Le Pen, elle n'est pas opposée à l'Europe, elle n'est pas partisan d'un Frexit. Elle fait très attention pour ne pas heurter. Donc il ne faut pas trop heurter les européistes. Moi, je suis interdit de service public depuis une dizaine d'années, pas de France Inter, pas de Radio France, etc. Sans que je sache véritablement quel est mon péché. Je crois que c'est le souverainisme. Parce que moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui ont, comme Alain Finkielkraut, compté le nombre des Noirs dans l'équipe de France de football. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai jamais dit que le football féminin, c'était inadmissible parce que, etc., etc. Il n'y a pas de choses comme ça chez moi. Donc, je ne suis pas allé au tribunal, je n'ai pas été condamné pour des propos racistes, antisémites, je ne sais quoi. Et du jour au lendemain, on me dit dehors. Donc, si je cherche les raisons, je me dis... pourquoi y a-t-il encore machin, bidule, un tel sur le service public? En fait, ils n'ont pas touché à l'Europe. Si vous ne touchez pas à l'Europe, tout se passe bien. Si vous pensez que l'Europe, c'est formidable, fantastique, c'est très bien. Et si vous jouez la petite musique le nationalisme, c'est la guerre, c'est formidable. Mais si en revanche vous dites, non, on a perdu notre souveraineté, notre autonomie, notre indépendance, le droit européen est supérieur au droit national, on pourrait même imaginer, par exemple, que le droit français dise que Emmanuel Macron n'a pas le droit de faire un troisième mandat, et qu'une interprétation assez alambiquée d'un droit européen l'autorise tout de même, et qu'on nous dise, supériorité du droit européen, le droit français va passer la main, comme sur plein d'autres sujets, mais dire, voilà, il va pouvoir se présenter une nouvelle fois. C'est une hypothèse. C'est juste pour dire que nous avons perdu notre souveraineté et que je ne vois pas dans le personnel politique, sauf à la marge, Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau, par exemple, je ne vois pas de gens franchement frexiteurs disant il faut quitter cette Europe. Et c'est pourquoi ils s'entendent finalement tous. Au bout du compte, les uns votent pour les autres votent pour les uns, etc. Et dans le peuple français, le peuple européen en général, est-ce qu'il y a un ras-le-bol? On voit que l'accord avec le Mercosur quand même, bien sûr, ça a quand même il fait va avoir parler. lieu. Mais moi, je l'ai dit. Je dis, mais quand Attal nous fait savoir que ça n'aura pas lieu, que Macron nous dit je vais défendre les intérêts des agriculteurs, ça n'aura pas lieu, je dis ma main au feu que ça aura lieu, bien sûr. Nous ne décidons plus. Donc on ne peut pas dire je vais me battre pour les agriculteurs français, en sachant très bien que de toute façon, ils n'ont pas le désir de se battre pour les agriculteurs français. Et auraient-ils le désir qu'ils n'en auraient pas le pouvoir, que ça ne déboucherait pas. Donc, si vous n'êtes plus souverain chez vous, vous n'êtes plus souverain chez vous, c'est pas compliqué. Si vous êtes dans un immeuble et qu'il y a 5 étages et que vous avez un syndic qui décide des heures de lever, des heures de coucher, des repas, du contenu des repas, du dîner, de qui vous pouvez inviter, pas vous, ou pas inviter, ou ce genre de choses, vous n'êtes plus libre chez vous, c'est tout. C'est le syndic qui fait la loi. Et bien là, on a une espèce de syndic européiste qui fait la loi aux nations qui se laissent plus ou moins faire. Donc celles qui se laissent beaucoup faire, évidemment, elles sont totalement européistes. Celles qui rechignent un petit peu, elles parlent de souverainisme. Mais globalement, il ne faut pas toucher à l'essentiel. Si vous touchez... Le tabou chez nous, c'est ça, c'est l'Europe. L'Europe maastrichtienne, entendons-nous bien. Et justement, cette Europe qui s'immisce dans la vie des États, est-ce que c'est une évolution de l'Union européenne ou alors est-ce que c'est intrinsèque à l'Union depuis sa création? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a eu d'abord une union économique, et ça, on peut l'imaginer. Mais dans l'esprit du général de Gaulle, cette union économique, c'est une Europe franco-allemande, mais dont le leader est évidemment français. Donc ça, c'est une Europe tout à fait particulière. Après, ça va être une Europe mitterrandiste, avec cette espèce de fascination qu'avait Mitterrand pour l'Allemagne, qui lui a permis d'avoir la francisque, et de faire de telle sorte qu'on puisse dire... Maintenant, on ne peut plus faire que passer entre les gouttes. C'est ce que Mitterrand dit à Jean-Pierre Chevènement, qui était souverainiste à l'époque. Et puisque maintenant, il défend Macron, il appelle à voter Macron, ça a été le cas déjà la dernière fois. Et donc là, pour le coup, on a une Europe franco-allemande avec une France qui dit pardonnez-nous d'avoir gagné la guerre. C'est un petit peu ça, globalement. On voit Helmut Kohl, Mitterrand se tenant la main. D'accord, tout ça est formidable. Et l'inconscient de Mitterrand, on le retrouve mis sur la table avec Macron qui dit « mais et si nous partagions notre puissance nucléaire ?» Il s'est passé quoi entre une Europe qui était une Europe de l'économie, une Europe du commerce, je dirais, au point et aujourd'hui, alors que nous sommes en train de dire « et si nous partagions nos codes nucléaires avec l'Allemagne ?»
Quand l'Allemagne achète des avions, par exemple, pour se refaire une santé militaire, elle ne les achète pas à l'Europe, elle les achète aux États-Unis. Et nous sommes toujours là en train de courir en disant ah, le moteur européen, c'est la France et l'Allemagne, etc. Non, moi je suis pour une Europe des nations. D'ailleurs, je ne connais personne qui soit contre l'Europe. Si vous êtes contre l'Europe de Maastricht, on dit que vous êtes anti-européiste, donc vous êtes nationaliste, donc vous êtes pour la guerre, etc. Moi, je ne connais personne qui dise je ne veux pas de l'Europe. Mais je connais plein de gens qui disent je ne veux pas de cette Europe-là. Je veux bien une Europe des nations dans laquelle on va pouvoir continuer à parler sa langue, à pratiquer ses coutumes, ses cultures, les traditions diverses et multiples, etc., etc. Les nourritures, enfin, les vins, les produits de la nature, etc. Mais je ne connais pas de gens qui voudraient une espèce d'Europe européiste. Même ceux qui l'ont défendue, cette Europe-là, commencent à s'en mordre les doigts. On voit des Aquilino Morel, on a vu jadis Dumas, enfin tous ces gens qui avaient été ou même Julien Drey, enfin des gens qui sont aujourd'hui sur CNews et qui à l'époque estimaient que quiconque était contre le traité de Maastricht était un fasciste et qui aujourd'hui disent c'est pas forcément ce qu'on avait cru. Ben oui, mais il y a des gens dont je fais partie qui en 92 disaient déjà non, pas de cette Europe-là, parce qu'elle est maastrichtienne, pas parce qu'elle est Europe. Et est-ce que dans les différents souverainismes au sein des pays de l'Union, qu'est-ce qui les rassemble? Parce qu'ils peuvent être des pays qui s'opposaient autrefois, typiquement le souverainisme allemand, le souverainisme polonais. Qu'est-ce qui les rassemble? Est-ce qu'il y a une base commune à tous ces souverainismes? Ah bah oui, un souverainiste, c'est quelqu'un qui veut faire la loi chez lui, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut que son bateau soit piloté par lui-même, et pas par quelqu'un qui arrive et qui dirait je prends la main et c'est moi qui décide de bâbord, de tribord, d'arrêter, de reculer, d'avancer, ou etc. Non, un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit je fais chez moi la politique que je veux faire, c'est-à-dire que le peuple veut que je fasse, entendons-nous bien. Je suis un démocrate, moi. C'est-à-dire je sollicite le peuple me dit je veux pas, j'adhère pas, je souhaite pas. C'est-à-dire que quand en 2005 on dit voulez-vous du traité européen et que le peuple dit non, nous n'en voulons pas, je ne suis pas Sarkozy, je ne suis pas Hollande en disant en 2008 vous l'aurez quand même, ça s'appellera le traité de Lisbonne. Ça c'est la grande rupture antidémocratique. Le souverainiste, c'est quelqu'un qui dit je fais la politique que je veux faire sur l'immigration, sur la TVA, sur une politique culturelle, enfin c'est tout ce qu'on veut faire quand on fait de la politique, quand on pilote la nation. La guerre. On ne va pas demander, quand on est français, l'autorisation à l'Allemagne ou à Mme Ursula von der Leyen de la faire ou de ne pas la faire, si on est menacé. Et puis là, qu'est-ce qui fait qu'on déciderait, par exemple, d'aller faire la guerre en Ukraine? Et pourquoi pas au Tibet? Moi, je pose toujours la question. Je suis né en 59, donc du siècle dernier. Donc c'est l'époque où la Chine envahit le Tibet. Tout le monde s'en moque. Personne ne va faire une guerre en disant bon, les droits de l'homme, la liberté, les principes, etc., etc. Non, tout le monde s'en moque. Il y a des dizaines il y a des centaines de guerres sur la planète dont tout le monde se moque. Et d'un seul coup, il y a celle-ci, là, en Ukraine, qui est importante. Et là, on décide que cette guerre-là, on va pouvoir la mener. On n'a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour tout. Il n'y a plus d'argent nulle part. Mais en même temps, il y a de l'argent pour mener une guerre qui n'est pas la nôtre. Et le souverainiste, c'est quelqu'un qui dit mais je décide des guerres que je veux faire. C'est pas l'Europe ou Monsieur Macron qui décide de la guerre. C'est pas comme ça que ça se passe en démocratie. En autocratie, oui, mais pas en démocratie. Et donc, je dis souvent que quand les Anglais, par exemple, recouvrent la possibilité de piloter leur bateau, si c'est pour dire c'est maintenant moi qui pilote, mais je fais la même politique, ça sert pas à grand chose. Donc oui, les Anglais ont retrouvé leur autonomie, mais ils font la même politique qu'avant. Donc ça ne sert à rien d'être souverainiste s'il s'agit d'être un esclave volontaire. Ces souverainismes, est-ce qu'ils sont une réponse à la globalisation? Ah oui, et ils sont une réponse d'abord à la crise démocratique. Je pense qu'il y a une crise démocratique parce que, pour n'en rester qu'à la France, le chef de l'État est un autocrate et n'écoute pas le peuple et ne veut pas du tout que le peuple puisse décider. Là, il est en train de faire de telle sorte que Marine Le Pen grimpe. Et là, ils vont trouver quelque chose pour qu'elle ne soit pas candidate. Et si c'est Jordan Bardella, pour qu'il y ait un problème particulier, on va lui mettre dans les pattes quelque chose, des costumes qui lui auraient été offerts, je sais pas quoi, des emplois fictifs auprès de machin bidule intel, enfin tout ce qu'il faut pour que ça n'ait pas lieu, parce que on a quitté l'époque du souverainisme. C'est plus, il faut absolument sauver l'État européiste qui fonctionne comme un État. Je rappelle quand même que si le nationalisme c'est la guerre, eh bien il faudrait s'entendre sur ce qu'est le nationalisme européiste. Qu'est-ce que c'est que l'Europe qui a un drapeau, qui a un hymne, qui a une monnaie, qui a une langue, si ce n'est un État. Donc c'est un État supranational, et pour le coup, cet État, oui, cet État, cette nation, c'est la guerre. Ce nationalisme-là, oui, c'est la guerre.
C'est la guerre parce qu'on menace Poutine, c'est la guerre parce qu'on soutient l'Ukraine aveuglément, c'est la guerre parce qu'on est en train de dire qu'il faut qu'on se prépare. Dans 1000 jours, on doit pouvoir combattre Poutine. Et d'où ça sort tout ça? Donc, un souverainiste, c'est quelqu'un qui veut pouvoir faire la loi chez lui, que Poutine la fasse chez lui, qu'Erdogan la fasse chez lui, que Trump la fasse chez lui, que Xi Jinping la fasse chez lui. Je trouve ça très bien. Ce sont juste des gens qui défendent leur pays. Je trouve sidérant qu'en France, on puisse dire que America First soit un slogan fasciste. C'est sidérant. Un chef d'État qui dit « mon État d'abord, mon pays d'abord, mon peuple d'abord », il fait son métier. Autant à ce moment-là être un boucher vegan. Il y a un moment donné où si on dit je suis chef d'État mais je déteste les nations, il faut faire un autre métier. Il faut faire banquier par exemple. Ça peut très bien faire l'affaire si on est banquier. Ou faire du commerce international. Mais les nations, ça n'est pas la guerre. Les nations ne sont pas le nationalisme. Le nationalisme, c'est pas la guerre. C'est l'impérialisme qui est la guerre. Et c'est pas du tout la même chose. L'impérialisme, ça suppose l'expansionnisme. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui dit, voilà, l'intérieur des frontières, et ça me va très bien. Et un impérialiste, c'est quelqu'un qui dit, j'en veux encore. Un peu de Lettonie, un peu d'Estonie, un peu de Lituanie, un peu d'Ukraine, et puis un peu de ceci, un peu de Pologne peut-être. Et ben, moi, je défends l'idée que chacun puisse être souverain chez soi et que les contrats puissent exister pour fabriquer une Europe, mais sûrement pas une Europe supranationale qui, elle, est devenue belliqueuse, agressive et décide sans les peuples, malgré les peuples et contre les peuples. Vous répondrez quoi à quelqu'un qui vous dirait qu'on a besoin de l'Europe pour se défendre face aux géants que sont les États-Unis, la Chine, la Russie Moi, je ne crois pas à la quantité. Le géant n'est pas celui qu'on croit. Le géant, c'est pas celui qui peut dire j'ai tant de millions de kilomètres carrés et vous n'en avez pas beaucoup. Le géant, c'est pas celui qui dit j'ai tant de millions d'habitants et vous n'en avez pas beaucoup. Le génie, pour le coup, c'est Israël. Tout petit État, un tout petit peuple, mais qui, pour le coup, n'a pas joué dans la cour de la quantité, mais dans la cour de la qualité. Donc, si la France avait été capable d'investir dans l'intelligence, si elle était capable d'investir aujourd'hui dans le génie génétique, dans l'intelligence artificielle, dans l'ordinateur quantique, etc., eh bien, nous n'aurions pas des prix Nobel de ceci ou de cela, pourvu qu'ils soient en train de travailler aux États-Unis ou ailleurs qu'en Europe. C'est-à-dire que quand je guette les prix Nobel, je suis toujours sidéré, quand il y a des Français, de voir que ces Français, ils brillent, même ailleurs ou à l'étranger. Donc si nous voulons résister à la Chine, il ne faut pas qu'on ait 3-4 milliards de Français, ça n'a aucun sens. Ou de dire il faudrait qu'on ait à peu près la même superficie que la Chine, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils inventent quoi les Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Moi j'aimerais savoir. Qu'on puisse me dire, là, dans les 20 dernières années, voilà ce qu'ont inventé les Chinois. Ils ont mis au point des inventions qui sont des inventions occidentales. Donc il y a un génie occidental et on devrait pouvoir tabler sur le génie occidental, aider le génie occidental, enfin la jeune génération à qui on doit pouvoir dire allez-y, vous êtes porteur d'une intelligence, vous avez 30 ans, un peu au-dessus, un peu en dessous, mais travaillez, vous voulez faire de la biologie, de la chimie, de la physique nucléaire, vous voulez faire de la littérature, vous voulez faire de la musique, vous voulez composer, vous voulez, etc. Ben, allez-y, on va vous aider, on va vous donner de l'argent, on va faire de telle sorte qu'on ne va pas financer les guerres du monde entier, mais simplement financer les talents. Les talents, ils s'en vont aujourd'hui. Quand vous avez 30 ans, moi j'ai pas d'enfants, mais enfin, les enfants de ma compagne, mais qui sont grands maintenant et qui ont leur métier. Mais autrement, j'ai des amis qui ont des enfants qui ont une trentaine d'années qui disent on va partir, on va quitter, on va pas rester en France, d'ailleurs on va pas rester non plus en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Donc on ne luttera pas contre la Chine en disant qu'il faut qu'on soit aussi grand ou aussi gros ou aussi gras qu'eux. Il faut qu'on soit plus intelligent qu'eux. Et que la Chine développe son intelligence, il n'y a aucun problème. Et puis qu'elle invente des choses, et qu'elle ne mette pas au point des choses que... Nous, on invente la carte à puce et ça nous échappe. On ne sait même pas le nom du type qui a inventé la carte à puce, on s'en souvient même plus. Donc je pense que si nous voulons lutter, on n'a pas forcément besoin d'une Europe, nous avons besoin de célébrer nos génies nationaux. Et après, rien n'interdit que nos génies nationaux s'associent avec des génies des nations qui pourraient être des nations européennes, puis après d'autres nations aussi. Je n'exclus évidemment pas des coopérations entre la France et le Canada, par exemple, ou entre la France et le Zimbabwe, s'il y a lieu. Donc ce combat n'est pas seulement politique, mais il est civilisationnel. Ah, il est civilisationnel, mais il n'y a que du combat civilisationnel. Je suis sidéré qu'on puisse aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de civilisation, qu'il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne, que le judéo-christianisme n'existe pas, que l'Occident n'existe pas. Enfin, on est dans un négationnisme sidérant. C'est-à-dire que vous pouvez dire que la Terre est plate aujourd'hui, et puis on estime que ça doit pouvoir être enseigné à l'université, quoi. Si vous avez la bonne couleur, la bonne religion, quand vous enseignez que la Terre est plate, alors la Terre est plate. Ben non, quoi. La vérité, ça existe, la raison, la rationalité, ça existe. Moi, je reste un héritier de la philosophie des Lumières, la vraie.
Et Donald Trump dans tout ça? Donald Trump, si vous avez compris le mode d'emploi, il est assez facile à comprendre. Le mode d'emploi, c'est qu'il ne faut pas écouter ce qu'il raconte. Il dit n'importe quoi. Il est provocateur. Il envoie des tweets à 3 heures du matin, il insulte les gens, il est grossier, il est vulgaire, il fait les titres des médias et puis il dit des trucs extravagants. D'un seul coup, il va choper, il va aller reprendre le canal de Panama, il va s'installer en Alaska, il va, je sais plus, non, c'était pas l'Alaska. Si, c'était, enfin, le Groenland, il voulait s'installer le au Canada. Groenland, je sais plus ce qu'il avait encore comme le Canada. Et là, vous dites, mais bon, c'est quoi ce type? Et puis vous dites, allez, calmez-vous, arrêtez d'être branché sans cesse sur son compte Twitter, regardez ce qu'il fait. Et quand on regarde ce qu'il fait, c'est extrêmement clair. C'est écrit sur sa casquette, c'est MAGA, c'est Make America Great Again. Et donc, refaisons la grande Amérique. Bon, ben voilà, protectionnisme économique, taxation, et puis marché, business. Donc lui, il dit la guerre, ça empêche le business. C'est pas un pacifiste peace and love du genre je n'aime pas la guerre. Lui, il dit j'aime pas la guerre parce qu'elle empêche le commerce. Ou alors le commerce d'armes, mais il y a à peu près que le commerce d'armes. Puis après, le commerce d'armes, vous ne pouvez pas complètement le faire parce que si vous êtes obligé de vendre vos propres armes, vous vendez vos propres secrets aujourd'hui. Si vous dites on va vous livrer notre dernier avion furtif, bah, vous en achetez un, puis vous le démontez, puis vous regardez comment ça marche, puis vous le copiez, puis etc. Donc vous ne pouvez pas faire des ventes d'armes, ça devient des secrets d'État, les ventes d'armes. Vous ne pouvez pas fabriquer des sous-marins nucléaires américains, puis les vendre à des gens qui les utiliseraient de manière autonome. Donc, quand vous avez compris que c'est un type qui fait du business, qui pense le Gaza en se disant mais Gaza, ce serait formidable si c'était Monaco, eh ben, on se dit, il est fou. Non, il a sa logique. C'est un chef d'État qui est un chef d'entreprise. Mais on a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron qui nous a dit qu'il fallait faire de la France une start-up nation. C'est très exactement le projet de Trump. C'est évidemment pas le projet du général de Gaulle. Et Trump, il peut être un allié pour les souverainistes français et européens? Je pense que Trump est une espèce de viriléoïde qui, comme Tebboune et comme tous ces gens-là dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Erdogan, c'est-à-dire Poutine et autres, sont des gens qui aiment bien avoir en face d'eux des gens qui résistent. Et il n'a pas envie d'avoir, enfin, souvenez-vous d'avoir un Emmanuel Macron devant lui, souvenez-vous du premier mandat de Trump, où à un moment donné, il y a un geste terrible où Trump est en train d'enlever des pellicules supposées d'Emmanuel Macron. Bon, si vous avez des pellicules, vous avez des pellicules. Et si vous êtes un chef d'État, c'est pas à vous de brosser la veste d'un chef d'État. J'imagine mal que Trump aurait pu faire ça au général de Gaulle. D'abord, il n'aurait pas osé commencer, esquisser le geste. Mais là, si vous ne respectez pas le chef d'État, vous pouvez y aller. Vous pouvez même inventer des particules élémentaires qui n'existent pas. Par la suite, il dit Emmanuel, il est où? Il n'est pas sur la photo? Bah, habituellement, il est toujours là, etc. Donc il se dit, mais c'est peanuts. C'est-à-dire Emmanuel Macron n'existe pas. Donc si vous commencez à montrer que vous avez des dents, des griffes, etc., regardez comment ça se passe avec Poutine. Là, d'un seul coup, Trump, il se dit, tapis rouge, bon, je lui fais voir derrière mes avions, quoi, quand même. Hein, puis il se passe un truc, parce qu'on a un cadre, c'est très serré, puis on le voit comme si, bien à un moment donné, on les voit tous les deux. On se dit, tiens, il est en train de regarder le ciel, Poutine, ça veut dire qu'il passe pendant qu'il est en train d'avancer sur le tapis rouge. Il y a des avions qu'on lui fait entendre ou qu'on lui fait voir en lui disant t'entends la puissance un peu, quoi. Et donc la politique, c'est ça. Ça ne se fait pas avec des garçons gentils qui, quand il y a des vidéos virales sur le net qui montrent le chef de l'État avec des couettes teintes en blonde ou se repoudrant, etc., utilise lui-même ces images-là en disant, vous avez vu, ça me fait rire, je trouve ça assez drôle, mais bon, quand même, il faut faire attention, hein, la vérité sur le net, c'est pas ce qu'on croit, etc. On se dit, mais comment veux-tu te faire respecter, mon garçon, quoi? Donc non, Emmanuel Macron ne se fait pas respecter parce qu'il n'est pas respectable, et il y a des gens qui sont des vrais chefs d'État et qui ont compris que on ne respectait que les gens qui se faisaient respecter, et puis c'est tout. Alors nous, ça fait longtemps qu'on a perdu toute respectabilité, c'était déjà le cas avec François Hollande. Et puis on peut remonter un peu loin, quoi. Enfin, je n'aurais pas la cruauté de remonter jusqu'à Pompidou. Disons que ça a commencé. Enfin, peu importe. Je pense, même moi, je déteste Mitterrand, mais je pense que à l'époque de Mitterrand, il était respecté encore. Après, c'était fini. Et Donald Trump pourrait agir pour aider justement les peuples européens ou même français à avoir justement cette respectabilité, avoir un peu un Donald Trump à l'européenne. On dit souvent tel dirigeant européen qui a une tendance souverainiste, c'est le Trump de tel pays, de tel pays.
Vous savez, moi je suis normand et mon père était né en 1921. Il a connu la guerre à Chambois, mon village natal. C'est là que les jonctions des armées alliées se sont faites et que euh, la bataille de Normandie a été gagnée dans la poche de Falaise. Donc moi j'ai su très tôt que les Américains ne sont pas arrivés en disant on aime tellement la liberté qu'on vient vous libérer. Ça c'était la mythologie. Les Américains ils sont arrivés avec une monnaie qui était la monnaie de la MGOT, AMGOT, c'est un acronyme, Administration militaire des territoires occupés. Et les Américains ils sont arrivés parce qu'il y avait un danger d'attaque du territoire américain par les Allemands. Les nazis avaient déjà des avions en réaction. Ils étaient en train de travailler à un programme nucléaire. Et ils ne parvenaient pas à faire porter les bombes atomiques. Ils n'avaient pas fini la bombe atomique, mais ils ne parvenaient pas à les faire porter sur des longues distances par des avions à réaction qui existaient, eux, qui ont volé. Et donc, il y avait une guerre avec des sous-marins auprès des États-Unis. Les Américains ne se sont pas dit on aime tellement la France qu'on va aller la libérer. Les Américains se sont dit cette guerre qu'on va nous faire, probablement sur notre propre territoire, il vaut mieux qu'on l'empêche et qu'on aille la faire nous tout de suite et qu'on aille directement régler son compte aux nazis en arrivant en France et puis en allant pour certains jusqu'à Berchtesgaden, certains le pensaient, Berlin-Berchtesgaden, et pour d'autres jusqu'à Moscou. Et donc, ils sont arrivés en Normandie avec des billets pour dire on va s'installer. Donc, les territoires occupés. Je rappelle quand même que l'expression, ce sont les territoires occupés. Nous, on appelle ça le D-Day, le jour J, mais eux, ils appelaient ça l'invasion. Donc, il ne faut pas oublier, aux États-Unis, c'est comme ça encore que le D-Day est nommé. Et donc, les Américains ne connaissent que leur intérêt. Ils ne sont pas venus parce que la liberté, la statue de la liberté. Non, ils se sont dit, cette guerre dont on n'a rien à faire, quand elle arrive, 40, 41, ça ne les intéresse pas du tout. Et puis, quand il y a Pearl Harbor, quand il y a la déclaration de guerre, quand il y a le matériel militaire qui se fait un peu menaçant, d'un seul coup, cette guerre, ils viennent la mener. Donc les Américains, ils ne connaissent que leur intérêt. Que leur intérêt, vraiment, il n'y a que ça. Et on ne va pas leur en vouloir. Je suis souverainiste. Moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'un chef d'État français fasse pareil. Et dise, nous avons des intérêts, notamment les intérêts du peuple français, c'est-à-dire tout le peuple français, le patronat, les ouvriers, les travailleurs, les paysans, les intellectuels, la jeunesse, etc., etc. Et c'est ça que je défends. Je suis un chef d'État qui défend ça. Et puis si on doit défendre ça contre un autre pays, je le défendrai contre un autre pays, parce que c'est ce qu'on demande à un chef d'État. C'est pas d'aller dire vous êtes formidable au président Tebboune, c'est pas d'aller dire Mahmoud Abbas, vous êtes tellement fantastique, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Est-ce que c'est bon pour la France, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour les Français, oui ou non? Et Trump pourra justement réveiller. Non. Non. Parce que Trump, il n'a pas envie d'un double ou d'un clone qui mènerait une politique européenne en Europe. Lui, il a besoin d'un clone qui serait lui-même et qui mènerait une politique américaine en Europe. Mais malgré lui, justement. On n'aura pas ça. Non, pas ça. Non, on est déjà incapable de s'entendre entre Français. On sait bien que les Français et les Allemands, ça ne marche pas non plus. Et que la totalité des pays européens, ça ne marche pas non plus. Tout le monde tire chacun dans son sens. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et l'idée de voir surgir un jour une figure qui serait une figure qui aurait l'intérêt de l'Europe d'abord, parce que ça pourrait m'intéresser, après tout. Des gens qui diraient l'intérêt de l'Europe d'abord, si la France reste souveraine. Alors là, moi, je veux bien qu'on essaie ces deux souverainismes-là. Et puis à chaque chef d'État de défendre son peuple et son pays et sa nation. Mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. Il y a que des gens qui mènent des politiques en faveur de l'étranger. Je pense que quand il reste 18 mois, quand Emmanuel Macron va cesser d'être président de la République, il va y avoir les journalistes, je ne parle pas de vous, mais je veux dire, les journalistes mainstream vont retrouver leur intelligence, ils vont retrouver leur culture, ils vont retrouver leur liberté de parole. Là, je constate qu'après avoir été interdit de service public depuis 10 ans, on commence à m'inviter. J'étais invité il y a quelque temps à France Info. Là, TV5 m'a invité pour participer à un débat. Enfin, je ne vais pas donner des noms ou d'autres chaînes. Mais on commence à voir que, tiens, d'un seul coup, ça commence à bouger. Donc, il y aura un après-Macron, ça me paraît évident. J'espère juste que l'après-Macron ne sera pas un Macron 3, avec soit lui revenant avec les subterfuges dont j'ai dit tout à l'heure, ou l'équivalent, la même chose, quoi, un Glucksmann. On va pouvoir sortir comme un lapin du chapeau pour dire l'avenir c'est lui, regardez comme il est gentil. Moi j'ai pas envie j'ai rien contre la personne d'Emmanuel Macron. J'ai pas vraiment ce type ne m'intéresse pas.
C'est sa politique que j'attaque avec lui et le style et la forme que ça peut prendre. Si la politique est défendue, la même politique est défendue par un type gentil, poli sur lui et moins vulgaire et moins grossier que Macron, ce sera assez facile. Ça restera quand même de toute façon un ennemi, un adversaire, puisque c'est la politique que je combats, cette politique. Et selon vous, comment est-on passé de Charles de Gaulle, la figure du souverainisme français, à ce qu'on a actuellement avec le souverainisme qui est quand même absent de la scène politique française? Avec un glissement qui a commencé à s'effectuer avec Pompidou, là, pour le coup. Quand Pompidou a dit, bon, ça va, le costume du général, c'est une autre époque, on va moderniser la France. Et vous, enfin, vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que vous n'étiez pas né, probablement, mais vous avez peut-être vu ces images d'archives, il y en a très peu, de Pompidou qui est avec sa femme, et on le voit avec une veste en laine, comme ça se faisait à l'époque, de la laine écrue, la clope au bec, et puis avec sa femme, et ils sont dans leur maison de Montboudif, là, et donc il y a un moment donné où lui, il lui parle, Pompidou parle à sa femme en lui disant Bibiche. Bibiche ceci, Bibiche cela. Et l'autre, lui sert un whisky ou je ne sais quoi, il est devant Bibiche, il boit un whisky, et puis ils sont dehors, et puis il est auprès d'une falaise, et lui dit, je ne sais plus quoi, peut-être mon chéri, ou je sais pas quoi, enfin, attention, tu vas tomber, mais non, Bibiche. Ça commence. Ça commence avec Pompidou, cette idée qu'il n'y a pas les deux corps du roi. Je n'ai jamais, si De Gaulle, le général, appelait Madame De Gaulle Bibiche, ce qui m'étonnerait. Je pense qu'il ne dirait jamais ça devant une caméra ou devant un micro. D'ailleurs, on le sait. On ne connaît pas la voix de Madame de Gaulle. Jamais elle n'a été interrogée. Donc elle est filmée parce qu'elle est avec son mari. Mais il n'y a jamais une Karine Le Marchand qui lui dit alors, il est comment au lit, le général évidemment, évidemment pas de ça. Donc ça a commencé avec Pompidou, ça a continué après avec Giscard, qu'on a commencé à voir en culotte courte, là, faire du football sur des skis pour montrer qu'il savait slalomer, torse nu dans une piscine avec Helmut Kohl. Non, c'était pas Kohl, c'était Schmidt. Enfin, c'était le chancelier allemand de l'époque, Helmut Schmidt, je crois. Et donc, ben voilà, il jouait de l'accordéon, il se faisait inviter chez les gens, et puis les gens lui avaient fait une omelette, il mangeait l'omelette, et il y avait la télé qui était là. Voilà, c'est-à-dire il n'y a plus eu qu'un seul corps du roi, et pas le meilleur. C'est-à-dire pas le monarque, mais le type qui dit « je suis comme vous, vous avez vu, je porte des tongs ». On a vu Chirac avec un Bermuda, des tongs, se faire photographier comme ça pendant les vacances. On a vu Hollande avec son ventre et son short ou son Bermuda sur la plage, etc. Voilà, quoi, vous pouvez pas. Ou Sarkozy qui grimpait en short et en sueur les escaliers de l'Élysée après avoir fait son footing en disant « ça va, les caméras ». Non, je veux dire, c'est l'immixtion de la vie privée, l'incapacité à comprendre qu'on était plus que soi-même. Un chef d'État, il est plus que lui-même. Moi, je serais chef d'État, je prendrais ni vacances ni week-end. Vous êtes là pendant 5 ans, il y a autre chose à faire que de prendre des vacances et des week-ends, quoi. Et autre chose à faire que de se montrer sur un jet ski parce qu'on prendrait des vacances. Non. Vous pouvez descendre à cet endroit à Brégançon, qui est une résidence présidentielle, et puis vous pouvez très bien travailler à Brégançon, et puis éventuellement, vous avez toute une armada de policiers qui sont de gendarmes ou de gens de CRS ou de l'armée ou tout ce que vous voulez, qui vous permettrait d'aller vous baigner parce que vous avez le droit de vous baigner, mais ça dure 1 heure dans la journée, puis on retourne au travail, quoi. Et donc, nous avons perdu le sens du souverain, de la souveraineté, du devoir. C'est-à-dire un chef d'État, c'est quelqu'un qui n'a pas des droits sur le peuple, il a des devoirs à l'endroit du peuple, et il nous manque juste ça. Mais comme c'est un délitement qui a plus d'un demi-siècle, et qu'aujourd'hui on peut tout faire, Macron a vraiment montré qu'on pouvait tout faire, et encore, je pense qu'on sera surpris, eh bien, la crise, elle est aussi là, quoi. Puis après, faut pas croire que jouer au souverain, ça ne se remarque pas. Un temps, Bruno Retailleau a essayé, et puis ça tombe comme une mouche d'un seul coup, parce que d'un seul coup, vous dites quoi, Bruno Le Maire, il serait nommé dans le ministère, et moi, je serais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends ma voiture, j'y vais moi-même, je demande des comptes, et puis je ne peux pas accepter ça, je démissionne, parce que je suis très gaulliste. Mais non, pas du tout. Heureusement que le général de Gaulle a avalé des couleuvres plus grosses que ça, et qu'il était capable de faire autre chose et autrement. Et donc, il peut dire « Oh, mais il a démissionné, le cornu, hein, voilà un type qui est un vrai gaulliste ». Il démissionne, et il dit, surtout quand il démissionne, « Ne comptez pas sur moi pour que je revienne. 8 jours après, 5 jours après, il revient ». Mais les journalistes sont toujours en train de dire « il a démissionné, hein, c'est quand même un signe qu'il est gaulliste ». Non, le général de Gaulle, quand il s'en va, il s'en va.
Il dit pas je m'en vais, mais vous êtes bien sûr, retenez-moi, sinon je vais faire un malheur. Il s'en va, puis voilà, et puis il revient 10 ans après. C'est long, une traversée du désert dans ces cas-là. Mais il nous manque la souveraineté, le souverainisme, mais également le souverain.